Bonjour, bonjour à tout le monde. Bienvenue Bonjour. sur cette Bonjour. nouvelle rencontre organisée par Miroir Social sur le sujet du logement des salariés. Et donc, merci à nos partenaires de porter cette rencontre, partenaires que sont Action Logement, CDC Habitat et la Préfond. Donc, trois acteurs qui représentent un peu une partie du large scope des acteurs du logement qui interviennent sur le logement. Ça peut ressembler un peu à un millefeuille. Moi, le premier, en tant que miroir social, je dois vous dire que c'est l'occasion pour moi d'avoir découvert ce sujet avec les parties prenantes qui vont intervenir ce matin. Et le panorama du sujet est quand même super large, avec donc quelque chose qui ressemble quand même à un millefeuille, et donc difficilement lisible pour le salarié au final, potentiellement bénéficiaire des services et des aides et des modalités d'accès au logement. Donc, vaste problématique qui est posée ce matin, avec une problématique de fond qui ne date pas d'aujourd'hui, sur le décalage entre l'offre et la demande de logement à l'adresse des salariés. Et donc, pour en parler ce matin, donc on va avoir l'occasion d'avoir des éclairages, on va dire, macro sur la problématique pour mieux comprendre un peu les acteurs et ce qui est en jeu au niveau macro. Et ensuite, voir avec des entreprises, notamment Auchan et La Poste, de voir concrètement comment les acteurs dans l'entreprise, que ce soit les élus et les directions, s'approprient le sujet, en font un véritable objet de dialogue social et de négociation sociale, et comment ils adressent le besoin en relation justement avec les acteurs macro dont on aura parlé précédemment. Donc merci à vous de votre participation dans la salle. N'hésitez pas à interagir, à intervenir, soit dans le chat, en bas, vous avez la fenêtre du chat en bas à droite, donc n'hésitez pas à intervenir dans le chat, posez vos questions dans la partie dédiée aux questions si vous voulez que ça soit plus structuré, si vous voulez que ça soit vraiment pris en compte comme tel, sinon de façon plus spontanée dans la partie chat. Et donc de toute façon, on accordera en temps réel une importance sur ce qui va remonter du chat et pour faire interagir nos intervenants. Donc on va commencer par une première partie macro avec Action Logement et Jean-Baptiste Dolcy. Donc vous êtes un ancien vice-président d'Action Logement. Vous êtes actuellement le vice-président de l'ANRU, c'est l'agence de rénovation urbaine, agence nationale de rénovation urbaine, et vous êtes représentant FO à Action Logement. Actuellement. Jean-Baptiste, comme je le disais, la problématique du logement, elle date pas ce décalage entre l'offre et la demande, ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, quel est le constat que vous faites sur le fait d'où on vient par rapport au sujet qu'on adresse ce matin dans le contexte post-crise sanitaire, même pas, post-crise sanitaire, d'où on vient, et vous étiez en poste en tant que vice-président d'Action Logement au moment de la réforme en 2017, une réforme majeure, et si vous pouvez nous expliquer dans quelle mesure cette réforme a changé les choses, notamment sur un point important ce matin, c'est la notion d'égalité de traitement des salariés par rapport aux actions d'Action Logement. Jean-Baptiste. Merci, bonjour à toutes et à tous. D'abord, pour répondre à cette première interrogation, Rodolphe, le sujet est simple, c'est que le manque de logement date maintenant d'il y a plus de 20 ans. Alors, il est consécutif à plusieurs choses. Premièrement, l'évolution de la situation des familles, puisqu'on a de plus en plus de familles monoparentales, donc de demandes de logement différentes par rapport à une certaine époque, il y a 20 ans à peu près, on ne connaissait pas effectivement, on connaissait moins, disons, entre guillemets, cette situation de monoparentalité. La deuxième chose, c'est on n'a pas construit assez, ça je pense que c'est un euphémisme, puisque aujourd'hui, lorsqu'on constate qu'il y a 70% de la population qui peut bénéficier d'un logement social, nous n'avons pas en moyenne, enfin nous n'avons pas la réponse à toutes les demandes. Ensuite, si je regarde pourquoi le logement social a moins évolué au cours de ces dernières années, d'abord parce que, premièrement, le coût d'un logement social est de plus en plus important compte tenu de la réglementation en matière de construction. Ça, c'est un fait, il faut le savoir. La deuxième des choses, nous avons effectivement des demandes, c'est-à-dire des droits à construire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas construire du logement social partout. Il faut d'abord avoir l'autorisation des collectivités, et quand je parle de collectivités, des maires, des agglos, des départements pour pouvoir construire. C'est-à-dire
Un opérateur peut pas décider j'achète un terrain et je construis. Il doit y avoir des droits à construire. Donc, il y a, en fonction de l'évolution, je dirais, des municipalités et des départements, il peut y avoir effectivement, soit on freine, soit on repart en matière de construction de logement social. Ensuite, moi, je serais sur un sujet qui a touché quand même les bailleurs sociaux, je dirais, ces derniers mois, enfin ces 2 dernières années, c'est la réduction de loyer de solidarité. Je rappelle que à une époque, c'était en 2018, l'État a souhaité qu'effectivement les bailleurs sociaux prennent à leur compte une diminution des APL, donc ce qui a en parallèle diminué leur capacité à pouvoir investir dans le logement social. Ça a porté un frein, effectivement, et on constate que le rendez-vous, on n'est pas rendez-vous de la construction de logements sociaux. Donc, si je résume, il y a une évolution de la cellule familiale. Il y a effectivement des demandes nouvelles qui ont apparu. On parle de colocation, mais je pense que l'un des intervenants, probablement en parlera. On parle aussi, si vous voulez, de rapprocher le lieu de travail du lieu de logement, donc ce qui fait qu'on se retrouve dans des zones effectivement tendues où il y a très peu d'offres, ou alors il faut attendre extrêmement longtemps pour avoir besoin d'un logement, ce qui d'ailleurs est navrant. Et puis il y a un autre sujet qu'on oublie, c'est que lorsqu'un bailleur social tel qu'Action Logement, qui doit répondre aux salariés, puisque c'est sa vocation initiale d'il y a bientôt 70 ans, en 2023, Action Logement, ce qui s'appelait le 1% logement à 70 ans, nous devions construire effectivement pour le salarié des entreprises. Ce qu'on a constaté, c'est que dans le cadre de la construction aujourd'hui, lorsqu'on construit des logements, plus de la moitié des logements sont affectés effectivement directement dans des contingents de réservation, soit préfectoraux, soit dans des contingents qu'on appelle DALO, dans des logements, dans le droit au logement opposable. Donc, si vous voulez, le reste pour Action Logement se réduit de jour en jour. Jean-Baptiste. Oui, Jean-Baptiste, pour revenir sur, est-ce qu'on peut aussi parler, sur la réforme? Oui, on va parler de la réforme. Par rapport à l'égalité, parce que ce que vous dites, ce que vous venez de dire, ça amène à un constat de frustration des salariés. Moi, je regardais sur le rapport d'Action Logement, le fait qu'il y ait par exemple 47 000 candidatures en cours et il y avait 2000 offres affichées. Donc, il y a un décalage qui est total et une frustration. Et donc, comment, par rapport à ce décalage, comment on assure une égalité de traitement et dans quel sens c'était le sens de la réforme qui s'est déroulée au moment où vous étiez vice-président d'Action Logement? Alors, pour revenir sur le problème de la réforme, moi j'ai posé le problème du logement. Quelles sont les difficultés? En ce qui concerne la réforme, évidemment, lorsque les partenaires sociaux d'Action Logement ont décidé de lancer la réforme, on avait un véritable sujet d'inégalité qui est encore plus flagrant sur l'ensemble du territoire. C'est-à-dire que si un salarié se trouvait par exemple à Marseille, il se trouvait à Lille, ou il se trouvait à Strasbourg ou à Bordeaux, il pouvait très bien avoir des offres de services totalement différentes d'un point à un autre du territoire, ce qui était effectivement très frustrant pour les salariés. Ensuite, en ce qui concerne les demandes de logement, nous n'avions pas l'outil que nous avons aujourd'hui pour permettre effectivement l'offre générale en ce qui concerne les logements. C'est-à-dire que si quelqu'un partait de Lille, par exemple, pour partir à Marseille, il était difficile de contacter les représentants de Marseille pour avoir un logement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui puisque nous avons centralisé effectivement, grâce à des directions régionales que nous avons mises en place, nous avons centralisé notre offre. Le seul sujet, alors moi je tiens à dire un chiffre, je pense que Philippe le rappellera probablement, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, Action Logement, on considère qu'effectivement il fait son travail, puisque si je reprends des chiffres très récents et qui datent de 2020, Action Logement représente à peu près 20% du parc de logement social, mais il produit 40% de la production. Donc, on essaie effectivement de produire le plus possible. Et comme je vous ai expliqué tout à l'heure, la totalité des logements qu'on produit rentre évidemment dans un pot commun qui n'est pas dans lequel que nous n'avons pas notre disposition. Malgré tout, l'objectif que nous avons, c'est bien de construire entre guillemets de plus en plus de logements sociaux. C'est bien l'objectif d'Action Logement. Et d'ailleurs, je pense que sans dévoiler l'intervention de Philippe, il parlera effectivement de toutes les actions que nous mettons en place pour pouvoir construire le logement social qui corresponde aux attentes des salariés. C'est vrai que c'est très frustrant de devoir, par exemple, de voir sur un logement où vous avez, par exemple, 200 personnes qui sont positionnées pour le même logement en zone tendue, ce qui est proprement
inadmissible. Sachant qu'il n'y a pas que les logements que nous produisons. Il y a aussi les logements que nous finançons au travers d'autres bailleurs sociaux qui s'appellent des droits de réservation que nous avons auprès d'autres personnes. Entendu. Merci Jean-Baptiste pour ce premier éclairage. Et ben justement, on va voir ce que Philippe va nous dire. Philippe Langrand, donc vous êtes vice-président d'Action Logement. Et pour prolonger la présentation de Jean-Baptiste, comment vous voyez un peu les contraintes qui pèsent pour un organisme maintenant centralisé comme Action Logement au regard les enjeux politiques et financiers liés sous-tendus par le fait que, certes, vous construisez dans les mesures de vos capacités, mais que dans ce que vous construisez, c'est pas principalement, comme le disait Jean-Baptiste, c'est moins de 50% de salariés que vous pouvez loger. C'est les autres, ce ne sont pas des salariés dans le cadre de la contribution qui s'impose aux entreprises de plus de 50 salariés. Philippe. Oui, à nouveau bonjour à toutes et à tous. Et puis, très, très, très heureux de participer à cette émission. Et je pense d'ailleurs, pour faire suite à ce qu'a dit Jean-Baptiste, je pense qu'il a eu raison d'insister sur la crise du logement, mais je vais en dire un mot quand même. Et d'ailleurs, si on a cette émission, je pense que c'est aussi parce qu'il y a une crise du logement. Je ne suis pas certain qu'on aurait cette émission si finalement les problématiques de logement se posaient pas. Ce n'est pas la première fois qu'il y a une crise du logement. Il y en a eu souvent dans notre histoire. Rappelons-nous l'abbé Pierre, par exemple, dans les années 50, mais il n'est pas faux de dire qu'aujourd'hui, on vit quand même, et ce depuis plusieurs années, une crise qui s'aggrave et qui s'aggrave fortement. Alors, qui touche, bien sûr, principalement 3 régions qu'on appelle les zones tendues, c'est-à-dire l'Île-de-France, Rhône-Alpes, Auvergne et PACA, mais qui globalement s'étend. Et s'étend aux grandes métropoles, plus les mois, plus les semaines passent et plus les mois passent. Alors, je ne vais pas redire ce qu'a dit Jean-Baptiste, parce qu'il a déjà dit beaucoup de choses sur cette crise du logement, mais simplement, je voudrais rajouter 2-3 choses. Dans une période de crise, il faut bien imaginer qu'en 2020, on a 65 000 permis de construire en moins par rapport à l'année précédente, que c'est environ 25% de permis de construire en moins, et dans le même temps, on a une augmentation du prix de l'immobilier ancien à hauteur à peu près de 5%. Donc, vous voyez que les 3 chiffres que je viens de vous donner, ça se rajoute à une crise déjà existante qu'a rappelé Jean-Baptiste à l'instant. Donc, on a à peu près 4 millions, il faut avoir quelques chiffres en tête quand même. On a à peu près 4 millions de personnes qui sont mal logées. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas logés, ils sont mal logés. Et à peu près 2 millions de personnes qui sont en attente d'un nouveau logement. Sans compter, sans parler des problèmes, enfin de la question de la rénovation énergétique, qui se pose aussi pour bon nombre de logements aujourd'hui. Alors dans ce contexte-là, il est clair que pas mal d'acteurs, évidemment, essayent de bouger. Je pense que le gouvernement a pris conscience de cette urgence en lançant récemment, enfin en début de cette année 2021, l'opération 250 000 logements sociaux en 2 ans, opération dans laquelle se situe est présent Action Logement et d'autres acteurs. Je pense que d'autres peut-être en diront un mot. Alors, pour revenir plus précisément à votre question, une fois qu'on a ce contexte, mais on ne peut pas faire fi de ce contexte, parce que en tant que vice-président, je représente les organisations syndicales au sein d'Action Logement et donc les salariés. Vous imaginez bien que bon nombre de salariés, quand ils me voient, ils me disent mais Philippe, on ne trouve pas de logement. Bon, ça c'est la première question qui vient. Donc on ne peut pas faire fi de ce contexte. Jean-Baptiste disait, nous sommes un acteur de référence, je pense qu'on peut le dire comme ça, du logement social, mais aussi intermédiaire en France, et ce depuis plus de 65 ans, il le rappelait. Et notre ADN, alors c'est un peu ce qu'utilisent certains, notre ADN, c'est vraiment l'accès au logement pour favoriser l'emploi. Voilà, c'est vraiment l'ADN du groupe, c'est celui-ci, même si après, pour des tas de raisons, parfois on s'écarte un peu de cet ADN. Mais il faut le rappeler. Alors, une fois que j'ai dit ça, ça paraît simple, mais si on essaie de le relier un peu à l'actualité, traiter des questions d'emploi et de logement aujourd'hui, c'est complexe. Alors, je m'explique. Parce que l'emploi se révolutionne chaque jour.
On le voit avec le télétravail, on le voit avec la révolution numérique, on le voit aussi avec les changements d'entreprise et de métier. J'étais dans une région il y a peu de temps pour la convention régionale Action Logement, j'étais en Centre Val-de-Loire. La première entreprise de Centre Val-de-Loire aujourd'hui, c'est Amazon. Si j'étais allé dans la même région il y a 5 ou 10 ans, jamais, si quelqu'un avait dit que ce sera Amazon le premier employeur de cette région, je pense que tout le monde aurait ri. Donc, le contexte bouge énormément, il faut en tenir compte. De même que le contexte du logement et des demandes en matière de logement évolue beaucoup. Hein. Je vais reprendre là encore ce qu'a pu dire Jean-Baptiste, mais les demandes en matière de balcons aujourd'hui sont énormes. On sait pourquoi, le Covid est passé par là. La qualité du logement, elle est primordiale pour les demandeurs. Et puis, on est obligé de construire avec un certain nombre de contraintes qu'on peut trouver tout à fait justes d'ailleurs. Et je pense notamment aux ZAN, hein, aux questions environnementales et écologiques qui se posent à nous et qu'il faut respecter. Mais vous voyez bien que les contraintes, notamment dans les zones tendues, quand il faut avoir tous ces dispositifs en tête, ça devient complexe dans le même temps de construire de façon massive. Alors malgré tout, Action Logement dans tout ça, c'est le premier groupe de l'économie sociale et solidaire. C'est un parc immobilier d'un peu plus d'un million de logements, 1 million 100 000 logements, sociaux et intermédiaires, j'insiste sur les 2 points. C'est à peu près 20% du parc, je crois que là aussi Jean-Baptiste le rappelait. La production de logements sociaux, c'est 42 000 agréments en 2020, c'est 34% du total du secteur, alors qu'on pèse 18% du parc. Donc on voit qu'on fait le double de ce qu'on représente en fait ces dernières années en termes de production. Et puis on a aussi la volonté, je pense que c'est bien d'insister sur ce point, d'éradiquer les passoires thermiques. Et donc il y a 24 000 logements qui ont été réhabilités sur une seule année. Et notre ambition, c'est de réhabiliter le parc en la matière dans les 2 ans qui viennent. Ça, c'est du côté immobilier. Et puis ensuite, il y a la partie service qui a pris une importance très très forte ces derniers mois et ces dernières années. C'est un peu plus de 600 000 aides et accompagnements qui ont été attribués à l'ensemble des salariés. Alors ça a fait l'objet d'ailleurs d'une négociation importante avec l'État il y a maintenant presque 1 an, qui a donné lieu à un accord le 15 février dernier, qu'on a appelé l'avenant au plan d'investissement volontaire, et qui était à hauteur de 9 milliards. Donc on voit l'importance du dispositif. On s'est inscrit dans un plan de relance, dans le cadre de la crise sanitaire, mais aussi économique et sociale. Et dans le cadre de ce plan de relance, on a mis en place un certain nombre de dispositifs d'accompagnement, d'aide, de soutien aux salariés. Alors, il y en a beaucoup, ce serait trop long de tous les énumérer, mais je pense qu'il faut en avoir 4 à peu près en tête. Il y a l'accompagnement des salariés qui accèdent à la propriété d'un logement neuf par le versement d'une aide de 10 000 euros. Il y a, mais j'en parlais déjà, le soutien à la production de 250 000 logements sociaux et abordables dans les 2 ans qui viennent, avec une enveloppe de plus d'1 milliard qui a été mis sur la table. Le 3e axe, c'est la sécurisation des parcours et l'accompagnement des jeunes et des salariés. Alors là, vous allez retrouver un certain nombre de mesures que je ne vais pas énumérer parce qu'on peut les retrouver facilement, mais ça va de l'accompagnement des salariés qui sont en difficulté, notamment je pense à la prévention des loyers impayés, c'était extrêmement fort dans le cadre de la crise Covid, l'aide à la mobilité à hauteur de 1 000 euros pour tous les jeunes de moins de 25 ans, et puis la garantie Visale aussi qui a été élargie au cours de cet été, et c'est 500 000 bénéficiaires aujourd'hui qui bénéficient de Visale. Et puis il y a un autre axe qui est un peu abordé, Jean-Baptiste, qui est notre apport aux politiques publiques. Et dans le cadre de l'apport aux politiques publiques, là aussi il y a différents dispositifs. Comme vous disiez, Rodolphe, c'est un millefeuille, on peut s'y perdre. Dans ces dispositifs, il y a la participation à la rénovation urbaine, et c'est 1,4 milliard ont été ajoutés par Action Logement au cours de ce premier semestre de cette année. C'est pas rien, hein, la rénovation urbaine. Là aussi, il faut quand même en dire un mot parce que ça permet à bon nombre de quartiers de se rénover, et la participation d'Action Logement au travers de l'ANRU
là aussi, notre ADN, au travers de cette participation, c'est la volonté de mixité sociale. C'est-à-dire de retrouver dans ces quartiers, qui ont été des quartiers souvent en énorme difficulté, de retrouver de la place pour les salariés et qu'on ait donc une mixité à nouveau qui s'installe dans ces quartiers. Dernier point, c'est parce que je parlais des politiques publiques, dernier point qui me paraît important à souligner, c'est notre aide et notre participation dans ce qu'on appelle l'action cœur de ville. Ça permet aux municipalités, aux mairies de réaménager leur centre-ville et ça permet également des salariés de retrouver un logement au cœur des centres-villes. Donc là aussi, on participe pleinement aux politiques publiques. Et donc, vous voyez, pour terminer, on a donc l'accompagnement des entreprises, des salariés, mais aussi des territoires. Merci Philippe pour ce panorama, ce tour d'horizon. Alors, ça m'amène à, je vais vous faire remonter deux questions qui vous concernent déjà. Mais déjà, le fait que vous ayez développé cette politique de service, c'est donc un nouveau métier quelque part pour Action Logement. Dans quelle mesure aussi ça change la façon de s'organiser? Et quand on préparait cet entretien, pour vous, il y a aussi matière à travailler sur la pérennisation de cette offre de service, l'intégrer dans le temps, parce que c'était pas forcément, c'était un peu du précédemment, ce n'était pas forcément ça. Donc, une volonté d'incrémenter en fait cette approche service au sein d'Action Logement, qui est nouvelle. Donc ça, c'est un premier rebond que je vous propose. Et il y a deux questions dans la salle. Alors, une question qui est bien structurée, qui concerne le fait pour les payeurs, on va dire, les entreprises qui contribuent à Action Logement, c'est avoir une approche, on va dire, assez basique, mais de dire, pour 1 euro investi, combien de logements attribués aux salariés en moyenne? Est-ce que cette équation, est-ce qu'on peut relever le défi de cet indicateur-là et dans quelle mesure c'est complexe? Et il y a une question dans la salle, c'est concernant les conditions d'accès des retraités aux offres d'Action Logement. Philippe. Oui, il y a plein de questions, mais la question des services. Alors c'est vrai que je disais à l'instant, dans le cadre du plan de relance, dans le cadre de la crise, on a développé un certain nombre de services. Il faut avoir en tête, alors là encore, c'est peut-être un peu technique ce que je vais dire, ou un peu ciblé, mais on va avoir à négocier une nouvelle convention quinquennale au cours de l'année qui s'ouvre, et cette nouvelle convention quinquennale prendra effet à la fin de l'année 2022, donc sur une durée quinquennale, sur une durée de 5 ans. À cette occasion, on aura l'occasion de redéfinir les emplois, ce qu'on appelle les emplois, qui seront mis en place par Action Logement. Alors, c'est sûr que ça veut donc dire qu'il y a des choses qui vont sans doute amener à être revues, peut-être des services qui seront supprimés, d'autres qui verront le jour. Il faudra innover, très certainement. Hein. Donc là, c'est du ressort des partenaires sociaux. J'insiste sur ce point parce que, peut-être que je ne l'ai pas dit d'ailleurs, mais cet organisme, c'est un organisme complètement paritaire. D'ailleurs, il n'en a plus beaucoup aujourd'hui qui existent de la sorte. Et ce sont donc les partenaires sociaux, c'est-à-dire les 5 organisations syndicales représentatives et le MEDEF et la CPME, qui définissent les grandes orientations, et notamment dans le cadre de cette nouvelle convention, ils auront à définir les actions sur 5 ans qui seront mises en place. Ces actions seront ensuite contractualisées avec l'État, puisque tout est contractualisé avec l'État. Alors, c'est clair que tous ces services qui ont été mis en place, je disais, certains sont d'une durée plus ou moins longue. Les dispositifs, lorsqu'on met une enveloppe sur la table avec un nombre de bénéficiaires et X millions ou X milliards, lorsque l'enveloppe est atteinte, effectivement, on arrête le service. Ça fait partie des choses, je pense, qu'il faudra qu'on regarde parce que je pense que la question était autour de ça. Ça fait partie des choses qu'il faudra qu'on regarde dans les mois et surtout au travers de la future convention quinquennale. Ce que j'appelle, moi, éviter les stop and go, parce qu'on en a eu un certain nombre ces derniers mois qui n'ont pas toujours été compris par les salariés. C'est-à-dire, on met une mesure en place, et puis, le 15 octobre de l'année, on a épuisé l'enveloppe, et donc le salarié fait sa demande, et il dit, tiens, voilà, je ne comprends pas pourquoi j'ai pas besoin, alors j'ai pas l'autorisation, je ne peux pas bénéficier de cette mesure, alors qu'elle avait été mise en place. Donc, on a eu un certain nombre de stop and go comme ça, qu'il faudra sans doute maîtriser davantage. Je pense que la question devait tourner autour de ça. Ensuite, il y a une autre question autour j'investis, je mets 1 euro et puis
est-ce que je récupère 7 euros? Bon, faut bien voir. En logement trouvé pour mes salariés. Oui, j'ai compris ça aussi. Il faut savoir qu'on est dans un système interprofessionnel de solidarité. Et je pense que ça, il faut à tout prix le garder. Comme il existe d'autres systèmes interprofessionnels de solidarité dans le domaine de la protection sociale, dans le domaine des retraites, que sais-je encore. Alors, parce que justement, Rodolphe, une des premières questions que vous posiez, notamment Jean-Baptiste, c'était la question de l'équité, de l'égalité. Donc, si on veut garantir cette équité ou cette égalité de traitement entre tous les salariés, il faut bien qu'on joue ce système de solidarité interprofessionnelle. Alors, je sais que parfois, ce sont des questions, notamment avec la mise en place de la plateforme Aline, qui nous ont été posées, parce que le dispositif Aline, il a un peu modifié les choses, notamment pour les grands groupes et les salariés. Philippe, ça, on va en parler plus tard, ça. D'accord, ok, mais c'est important. Ça, Philippe, on va en parler plus tard. Il y a eu beaucoup de questions et beaucoup de critiques sur ce dispositif. On va bien sûr en parler. Mais la question qui était posée, c'était pour 1 euro investi, combien ça me rapporte en gros, hein? Je pense qu'on ne peut pas le voir comme ça parce que, encore une fois, c'est un peu comme d'autres systèmes même si ma comparaison a ses limites, hein, l'entreprise, c'est une contribution qu'elle verse, c'est une contribution à l'effort de construction, ce n'est pas une cotisation, je pense que ça aussi, il faut l'avoir bien en tête, c'est une contribution, mais en tout cas, c'est du même ressort que pour d'autres systèmes. Je parlais de protection sociale, je pourrais mettre l'assurance chômage. Je cotise à l'assurance chômage, mais peut-être que je ne serai jamais demandeur d'emploi. Donc, on peut pas le voir comme ça. C'est pas parce que je cotise à l'assurance chômage qu'un beau jour, je vais bénéficier de la cotisation que je verse. Ça, il faut l'avoir en tête. Ça fait partie du système de solidarité interprofessionnelle. Et sur les retraités? Sur les retraités, il y a déjà des dispositifs qui existent, hein, pour faire en sorte notamment que les salariés retraités puissent rester dans leur logement. Je pense à un système qui d'ailleurs n'existe plus. On parlait des services qui sont parfois arrêtés et puis d'autres recréés. Il y a eu un service qui a fait l'actualité, hein, qui a beaucoup marché pendant plusieurs mois. C'est le système des douches dans les logements qui permettait justement aux salariés retraités de pouvoir rester le plus longtemps chez eux. On sait que c'est une priorité aussi, hein, des pouvoirs publics aujourd'hui, de l'ensemble de la société, que les anciens et que les retraités puissent rester le plus longtemps possible chez eux. Donc, Action Logement a participé de façon forte. Alors, je ne vous dirai pas le chiffre, je ne l'ai plus en tête, et puis je ne l'ai pas forcément autour de moi, mais peut-être que Jean-Baptiste le sait, le connaît, mais c'est un dispositif qui a beaucoup marché, et bon nombre de logements ont été réhabilités de la sorte, et donc ont pu bénéficier aux retraités qui ont pu rester, et qui pourront rester surtout, parce que là aussi, il faut penser à demain, qui pourront rester dans leur logement. Entendu. Merci Philippe. Donc n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Donc avec vous, on a parlé pour l'instant de la problématique de. Excusez-moi. Philippe, vous avez parlé d'Aline. Donc c'est un nouveau portail que vous avez mis en place, Action Logement, et qui permet aux salariés de faire directement leur demande de logement sur ce portail. Et donc là-dessus, on aura vraiment l'occasion d'entendre Stéphane et Nathalie respectivement de La Poste et de Auchan là-dessus, qui l'utilisent au quotidien, et un peu leur retour d'expérience sera vraiment intéressant. Donc là, pour l'instant, on a parlé de l'accès des salariés du privé au logement via Action Logement. Maintenant, on va poser aussi la question des conditions d'accès des fonctionnaires au logement. Et là, les fonctions publiques ne contribuent pas à Action Logement, donc les fonctionnaires ne sont pas éligibles aux offres et aux services proposés par Action Logement. Donc, Christian Carrega, vous êtes le délégué général de la Préfond, qui est donc une association qui propose des produits de retraite de prévoyance par capitalisation dédiés aux fonctionnaires. Et vous avez, au courant 2021, scellé une convention avec CDC Habitat pour pouvoir proposer des services exclusifs
en matière de logement, qui n'est pas votre cœur d'activité, mais des services additionnels à vos affiliés en matière de logement. Et ces services, à quoi ils ressemblent, dans quelle mesure ils se différencient, ils vous permettent de vous différencier et à quels besoins ils répondent. Christian. Bonjour à tout le monde. Alors effectivement, je suis à la tête d'une organisation qui propose de l'épargne, de la prévoyance et de la retraite. Donc c'est un peu bizarre de parler de logement, mais il faut rappeler que Préfonds est avant tout une création syndicale. 4 syndicats en 1964 se mettent autour de la table pour essayer de trouver des solutions, apporter des réponses à un sujet qui est le sujet de la retraite. Avec une ambition, c'est trouver des solutions, apporter des réponses et être à l'écoute des agents publics. Et en même temps, une volonté de promouvoir une finance responsable. Alors, comment vient le logement dans tout ça? Un des premiers sujets, finalement, en matière de prévoyance et de retraite, c'est bien d'avoir un logement. Et donc, quand on est à l'écoute, en fait, des agents publics, on s'aperçoit que les attentes sont importantes, que l'offre n'est pas toujours au rendez-vous. Alors, il y a un dispositif qui n'est pas très bien connu, qui ne marche pas très bien, qui est le 5% préfectoral. Mais au départ, donc Préfonds, c'est une caisse de retraite qui investit, c'est 18 milliards d'euros. Dans ces 18 milliards, il y a une part évidemment qui est investie dans l'immobilier. Et donc, la première idée, c'est de voir comment Préfonds, cette caisse de retraite en fait qui est assurée par 4 assureurs, peut investir dans l'immobilier. Donc, c'est ce qui est fait au travers avec CDC Habitat, qui est un acteur important, mais je pense que Bruno y reviendra mieux que moi. Donc, l'idée au départ, c'est ça. Préfonds est avant tout une création syndicale. Donc, on fait attention à ce que nos investissements apportent de la valeur. Bien sûr, la première étape, c'est que ça soit rentable. Il faut que ces investissements rapportent parce qu'il faut qu'on paye des retraites derrière, ce qui est le cas aujourd'hui. L'immobilier est un vecteur d'investissement important. Donc, on investit dans l'immobilier, par exemple au travers de CDC Habitat. Et donc, derrière, l'idée arrive assez vite de dire finalement, est-ce qu'on peut utiliser cet investissement qui est fait à vocation de rentabilité, de rapporter de la valeur aux personnes qui nous font confiance, est-ce qu'on peut le mettre à disposition ou faciliter en tout cas l'accès aux fonctionnaires du logement intermédiaire? Et donc, c'est pour ça qu'est signée cette convention, avec un dispositif assez original, assez innovant, qui permet en fait aux affiliés de Préfonds, et aux agents publics en général d'ailleurs, de pouvoir avoir un accès prioritaire au portail CDC Habitat dans le cadre du logement intermédiaire. C'est ça l'idée première. C'est quelque chose d'assez récent. On a lancé ça début d'année. Et les résultats sont au rendez-vous. On voit bien il y a de l'attente, en fait. Il y a de la demande de la part de nos affiliés de pouvoir bénéficier de ce type de solution. Alors, quelles sont les caractéristiques d'exclusivité du service que vous leur proposez à vos affiliés? Alors, je ne vais pas rentrer trop dans la technique, mais en gros, on investit avec CDC Habitat. Du coup, on a des logements qui sont préidentifiés, réservés. Et pour rendre les choses simples, dans les zones tendues, les affiliés Préfonds, les fonctionnaires en général, ont accès au portail CDC Habitat avec une priorité d'information qui fait que entre 2 mois et demi et 3 mois et demi, ils ont un premier accès pour savoir quels sont les logements intermédiaires, donc neufs, qui seront mis sur le marché, de manière à ce qu'ils puissent se positionner. Après, c'est bien du ressort de CDC que de choisir avec des critères objectifs qui a accès au logement, mais voilà, ce qu'on offre en fait, c'est un accès prioritaire, une information en première exclusivité, si vous voulez, sur les logements en zone tendue. Et encore une fois, l'attente, la demande aujourd'hui est au rendez-vous. On a un vrai succès dans cette proposition de valeur qui n'est pas mercantile, c'est-à-dire que le Préfonds n'a aucun intérêt là-dessus sur le sujet. On est juste en train de répondre à un des objets sociaux de l'association Préfonds que de promouvoir des solutions pour les agents publics et puis d'œuvrer pour une finance responsable. Et par ailleurs, c'est un service différenciant quand même par rapport à la concurrence. Vous êtes sur un champ concurrentiel, donc oui, c'est un service. Oui, clairement. Mais
alors évidemment que c'est un avantage particulier qui est réservé à nos affiliés et aux agents publics, mais ça participe en fait de cette œuvre sociale, syndicale. Encore une fois, Préfond, c'est la CFDT, la CFTC, la CGC et Force ouvrière. La gouvernance est toujours celle-là. Et donc, au-delà de l'idée de proposer des solutions, alors on est dans le champ concurrentiel, mais il y a aussi la volonté d'apporter des solutions complémentaires. Et donc, ce partenariat finalement avec CDC Habitat est un partenariat gagnant-gagnant, puisque d'un côté, c'est un investissement qui est rentable pour l'investisseur que nous sommes, et de l'autre côté, il est porteur de solutions, de valeur ajoutée pour nos affiliés, oui, effectivement. Vous pouvez nous en dire peut-être un peu plus sur comment vous illustrez le fait que ça réponde à un réel besoin parmi vos affiliés par rapport à au nombre de créations de comptes, des tendances, dans quelle mesure en fait vous avez vraiment bien ciblé, quoi. Alors, il y a un chiffre qui est frappant, je trouve, c'est que chaque fois qu'en fait on fait une communication par email auprès de notre base d'affiliés et de relations, alors Préfond, je n'ai peut-être pas dit, mais c'est 400 000 affiliés, agents publics ou anciens agents publics. Dans les 400 000, il y a des allocataires, des retraités et des actifs. Et à chaque fois qu'on fait une opération comme ça, on a un pic de création de comptes sur le portail CDC Habitat, autour de 900 pics de création à chaque fois qu'on fait une communication. Donc, on voit bien qu'il y a un taux d'intérêt important. Et deuxième chiffre intéressant, ce qu'on mesure en fait, c'est le nombre de gens qui ouvrent le mail, qui cliquent dessus. Et là, on est à 23% de taux d'ouverture, ce qui est plutôt un bon taux lorsqu'on envoie un email. On reçoit tous un tas de communications. Voilà, 23% des gens qui cliquent, et à chaque communication, 900 créations. Alors, c'est encore un peu tôt pour avoir un nombre précis de logements attribués, mais la demande est là en tout cas. Entendu, très bien, merci. Donc la demande est là, et vous insistez sur le fait que vraiment le besoin de communication qu'il y a à faire là-dessus. C'est-à-dire que... Oui, j'ai découvert ce que vous disiez là sur le 1% logement que je connais moins bien, mais le principal sujet, on le voit dans le chat d'ailleurs, le principal sujet, c'est l'accès à l'information, c'est le fait de savoir qu'il y a des dispositifs. Alors, on dit tous qu'on fait des efforts, on dit tous qu'on fait de la communication. C'est vrai qu'on le fait, mais on ne fait sûrement pas assez. Et donc voilà, l'idée, c'est de multiplier les opérations à la fois par mail, sur le site internet de Préfond. Également, on a par les relais syndicaux qui sont les nôtres, avec les 4 organisations syndicales que je viens de citer. Le fait de dire, voilà, vous êtes agent public, vous êtes peut-être en relation avec Préfond, sachez qu'il y a un dispositif complémentaire gratuit qui permet d'avoir un petit avantage dans cette course au logement qui est un sujet effectivement particulièrement difficile en fait, pour les actifs comme pour les retraités. En fait. Merci Christian, parfait. N'hésitez pas à rebondir quand vous voulez au fil des interventions. Bruno Ferreira, donc vous êtes en charge, responsable des partenariats chez CDC Habitat. Donc, c'est avec vous que la Préfond donc, a scellé la convention dont Christian vient de parler. Plus globalement, comment CDC Habitat, on a parlé d'action logement par rapport aux salariés du droit privé, comment CDC Habitat, vous n'êtes pas du tout limité aux fonctionnaires, vous êtes le premier bailleur. Je ne sais pas qui est le premier bailleur. J'ai l'impression qu'il y a une concurrence. Qui est le premier, j'en sais rien. En tout cas, vous êtes parmi les premiers bailleurs. Et c'est quelle place des agents, des fonctionnaires dans l'attribution de logements social ou intermédiaires. Je précise que logement intermédiaire, c'est c'est des loyers en moyenne inférieurs de 15 à 20% par rapport au marché, si je ne me trompe pas. Bruno. Bonjour à tous. Alors effectivement, le CDC Habitat, pour faire simple et pour ne fâcher personne, on va dire que c'est le deuxième premier bailleur de France. Avec une grande partie, plus de 520 000 logements gérés, donc une grande partie qui sont des logements sociaux. Mais c'est vrai que là, pour le dispositif qui nous intéresse et dont on parle, avec notamment la Préfond, on se développe beaucoup sur le logement intermédiaire. Nos offres de logement sont ouvertes au grand public, bien entendu, alors directement ou à travers des partenariats que je pourrais développer, mais effectivement, on voit qu'on a globalement entre 15 et 20% de fonctionnaires qui sont logés. Donc, on a des publications de nos offres de logement, encore une fois, qui sont ouvertes au grand public, et puis on a scellé des partenariats
avec des réservataires notamment, dont la Préfond, effectivement, et Christian Carrega a expliqué le dispositif qui a été mis en place, notamment avec la Préfond, qui permet aux agents des fonctions publiques, pour être tout à fait large, d'avoir un accès en priorité à l'ensemble de notre parc de logement, un traitement prioritaire de leur candidature, et en plus de ça, des offres qu'ils vont voir en exclusivité suite aux investissements qui auront été faits par la Préfond. Puis on a d'autres réservataires comme Action Logement, par exemple, qui est également réservataire chez nous et qui va nous transmettre, notamment à travers son portail Aline, des candidatures de salariés sur des logements qui peuvent être des logements intermédiaires ou des logements sociaux. Entendu, Bruno. Parfait. Alors, on a parlé des conventions de réservation, ça c'est un point, vous avez étayé, mais vous avez aussi un autre point de votre stratégie chez CDC Habitat, qui vous concerne vraiment directement, c'est la politique de partenariat que vous développez. Et donc, vous avez près de 200 partenaires. Alors, la différence d'une convention de réservation, si j'ai bien suivi l'histoire, c'est qu'un partenaire, il n'a pas investi dans le parc, dans la construction, mais pour autant, il bénéficie de services privilégiés. Oui. Quels sont-ils? À quelles conditions, entre guillemets? Alors, ça a été dit précédemment, mais c'est vrai que de plus en plus d'entreprises, notamment, sont à la recherche de solutions pour accompagner leurs salariés. Ça répond à des politiques qu'on appelle aujourd'hui QVT, RSE, donc qualité de vie, donc avec un équilibre vie pro, vie perso amélioré. La crise, c'est-à-dire qu'on a connue, dont on est peut-être en train de sortir, en tout cas par période, prouve aussi que les gens ont envie, effectivement, l'ensemble de la population a envie d'avoir un équilibre vie pro, vie perso qui est facilité. Donc, on a des entreprises qui peuvent nous contacter et qui, en plus du dispositif dont elles peuvent bénéficier à travers Action Logement, sont à la recherche de solutions complémentaires. On a des partenariats également, énormément de partenariats avec des municipalités. C'est-à-dire que dès qu'on va venir s'implanter dans une nouvelle ville, par exemple, la ville peut être demandeuse, soit pour nous transmettre les candidatures de leurs collaborateurs, qui ne sont pas forcément les mieux logés ou qui ont le plus accès au logement, soit pour nous transmettre également des demandes d'administrés qui auraient fait une demande de logement social pour laquelle ils n'auraient pas de solution. Et le logement intermédiaire, même si ce n'est pas des logements conventionnés, c'est une solution de logement qui vient juste après la dernière tranche. Il y a différentes tranches dans le logement social, donc la dernière est le PLS. Et finalement, c'est des niveaux loyers qui sont parfois assez proches. Donc, on a des mairies aussi qui nous transmettent directement des demandes de leurs administrés, des dossiers. Et donc, voilà, on a un administré qui est à la recherche d'un logement. Il semble pouvoir correspondre aux critères d'éligibilité sur le logement intermédiaire. Et on a des municipalités qui sont favorables à ça. On travaille avec beaucoup d'hôpitaux également. Voilà, donc pour faire simple, aujourd'hui, chez CDC Habitat, on va distinguer, on va dire, 3 niveaux de candidature. Le candidat issu d'un réservataire qui lui aura accès donc, en priorité à tout notre parc et en exclusivité à certains logements qui lui sont réservés pendant une période, en pré-commercialisation notamment. C'est ce qu'expliquait Philippe Carrega, donc notamment pendant un mois en pré-commercialisation. À l'ensemble de notre parc en priorité, on a effectivement les ayants droit de nos partenaires qui ont un traitement prioritaire également, et puis le grand public qui peut se positionner sur tous les logements. Entendu. Et puis, il y a les 1 mois par rapport sur la notion des réservataires, et puis il y a, je crois, une semaine quand la rotation. La rotation. Quand un logement se libère, c'est une semaine d'exclusivité. C'est un mot qui a été utilisé à plusieurs reprises, l'accès à l'information, surtout dans les zones tendues, et c'est notamment pour indiquer les zones tendues que répond le logement intermédiaire. Plus tôt j'ai accès à l'information, plus j'ai de chances d'avoir accès à un logement. Donc, le fait d'avoir une période d'exclusivité pendant laquelle ces logements ne sont visibles que de nos partenaires réservataires, c'est un vrai plus. Entendu. Je réponds à la fin. Il y a c'est bien que 15 à 20% de vos logements sont occupés par des fonctionnaires. Vous ne logez pas 15 à 20% des fonctionnaires. Hein, non. Malheureusement, on peut pas raisonner comme ça. Et juste, pardon, pour préciser, parmi les grandes entreprises qui peuvent être des partenaires de CDC Habitat, il y a notamment La Poste, qui est un cousin, on va dire, aujourd'hui de CDC Habitat, et qu'on essaye aussi d'accompagner, puisque La Poste est très soucieuse de pouvoir trouver des solutions pour ses salariés. On va l'entendre, on va le découvrir avec l'intervention de Stéphane. Bruno, sur les conventions de partenariat, dans quelle mesure aussi, Philippe en a parlé, sur les services, par exemple, sur les impayés, dans quelle mesure aussi ce partenariat, ça vous permet de mieux comprendre qui est votre partenaire, l'entité, qui a une réelle politique, notamment, par exemple, vous le dites, de qualité de vie au travail, et dans ces conditions-là, ça vous permet de mieux maîtriser le risque, parce que c'est un risque, le risque des impayés, et avec une politique aussi rigoureuse, a priori, sur les taux d'endettement.
Pour le coup, effectivement, CDC Habitat Ouais. est extrêmement soucieux de ne pas mettre en difficulté, enfin des difficultés éventuelles de ces locataires. Donc effectivement, on fait attention à avoir des taux d'effort qui soient satisfaisants, voilà, pour que les gens ne se retrouvent pas dans ces situations. Là aussi, effectivement, on va dire que c'est du gagnant-gagnant. On répond aux entreprises qui ont ces difficultés. On ancre localement les gens parce que ça, c'est quand même un vrai plus. On permet aux gens de s'ancrer localement. Et pour CDC Habitat comme pour l'entreprise partenaire, c'est un vrai plus parce que on va dire que quand quand le salarié peut marcher sur ces deux jambes qui sont l'emploi et le logement, ben on offre plus de stabilité. Et donc, on peut espérer qu'on ait effectivement nous, des locataires, et pour le coup, du côté de l'entreprise, des ayants droit et des collaborateurs, qui vont rester et s'épanouir parce qu'ils ont une solution de travail, une solution logement, et c'est des gens qui peuvent s'ancrer localement. Entendu, parfait. Dernière petite question, vous avez près de 200 partenaires, vous avez parlé des collectivités territoriales, et la fonction publique, l'hôpital, mais quelle est la part vous avez parlé de la Poste, une entreprise privée, mais dans quelle mesure des entreprises de moindre taille, privées également, peuvent sceller des partenariats? Quelle est la tendance? Est-ce que... C'est très variable. Si je prends l'activité toute récente, j'ai été contacté par une très grosse structure qui s'appelle Groupe SES, qui est aussi à la recherche de solutions pour ses collaborateurs. Donc, je suis régulièrement sollicité. Quand on rencontre des municipalités, elles-mêmes nous demandent la plupart du temps de contacter les entreprises ancrées localement parce que c'est un vrai plus. Donc, enfin, je peux même pas vous faire une photo parce que ça évolue toutes les semaines quasiment. On a des entreprises qui nous contactent. Après, il y a des partenariats qui sont parfois scellés. Et pour le coup, si l'entreprise en question ou le partenaire ne s'empare pas de la communication et ne communique pas en interne, bah, ça peut avoir moins d'effet. Mais en tout cas, CDC Habitat est pas fermé et toute entreprise qui souhaite accompagner ses salariés, on peut étudier comment on peut l'accompagner. Entendu. Parfait, merci Bruno. Merci Bruno. Écoutez, on termine les éclairages macro avec vous Bruno, et on va passer maintenant au micro, entre guillemets, micro dans le bon sens du terme, c'est-à-dire le terrain, et qu'est-ce qui remonte du terrain, comment vous appréhendez un peu tout ce qui a été packagé en haut. Et donc, Nathalie Wabel, je ne sais pas si je prononce bien votre nom. Non, alors c'est Wable pour le coup, mais c'est pas grave. Nathalie Wable, excusez-moi. Donc, vous êtes élue chez Auchan. Vous êtes élu CFDT et vous êtes particulièrement engagé dans la problématique du logement au niveau de la commission d'information et du logement du CSE. C'est ça. Et donc, avec vous, ça va être super intéressant parce que vous avez vu avant, Philippe en a parlé de Aline, l'arrivée de Aline, et dans quelle mesure ça changeait vraiment le logiciel, entre guillemets, de l'accès au logement, parce que jusqu'à Aline, les salariés devaient passer par la RH, etc. Je vous laisserai me le préciser davantage. Mais avec Aline, l'outil, maintenant, les salariés ont directement la main pour faire leurs demandes sans demander l'autorisation à personne, etc. Ils sont autonomes, ils sont responsabilisés. C'est ça. Dans quelle mesure ça change radicalement les choses, et qu'est-ce que avant-après, dans quelle mesure vous voyez une différence par rapport à l'utilisation d'Action Logement et votre usage que vous en faites? Alors déjà, bonjour à tous. C'est une grande première pour moi, donc je vais vous demander un petit peu d'indulgence. Donc voilà, par rapport, si on fait l'avant-après, donc effectivement, le salarié de l'entreprise, en l'occurrence la mienne, Auchan, avait avant un système uniquement d'affichage où on lui disait clairement, vous êtes éligible au 1% logement. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, il y a le bureau du RH, allez voir. Donc, chose que les salariés faisaient, on va dire, peu, voire pas. Il y avait très, très peu de demandes sur l'ensemble de l'entreprise. Donc, aujourd'hui, il y a eu beaucoup de restructuration. On travaille maintenant donc en zone de vie depuis maintenant 2 ans. Donc, notre groupe, si vous voulez, le nombre de salariés impactés et éligibles justement à toutes ces aides sont plus nombreux. Et depuis donc l'arrivée de la plateforme Aline, les choses ont vraiment changé en ce sens que le salarié est censé être autonome, donc est censé avoir accès à cette plateforme. On a également en place en fait un système de code partenaire qui est très important. Il faut vraiment le saisir en fait quand le salarié fait sa demande. Maintenant, il n'empêche que le salarié qui a un besoin quelconque n'est pas forcément au courant de la manière dont il faut procéder, à savoir commencer par demander son numéro unique déjà. Donc c'est de là que je pense justement les relais que nous sommes au sein des entreprises et formés très très souvent
on se doit d'être le relais et on les aide justement dans cet accompagnement. Donc évidemment, on n'est que le relais, mais on leur permet de comprendre également cette plateforme qui finalement alors est simple d'utilisation, c'est vrai, mais qu'il faut quand même avoir pratiqué un petit peu. Parce qu'il y a un système de cotation de points. Donc là, je pense que les responsables de la plateforme Aline le savent bien. En fait, il ne faut pas faire tout et n'importe quoi. Il ne faut pas mettre n'importe quel choix. On ne peut pas forcément revenir sur une demande. Une fois qu'elle est faite, elle est lancée. Plus elle est ciblée au départ et plus elle a chance d'aboutir. Donc maintenant, l'essentiel de la plateforme Aline et de ce que ça a pu changer pour nous, en tout cas au sein de l'entreprise. Et je pense que ça tend effectivement à se développer et que cette autonomie du salarié de pouvoir accéder, de voir les logements disponibles, pour lui, c'est important. Et puis surtout, la plateforme, elle vit. Ce qui est valable il y a une semaine ne l'est pas forcément aujourd'hui. La plateforme, elle est renouvelée sans cesse, donc il faut que le salarié vraiment s'intéresse et se mette en recherche active, qui laisse pas juste le dossier en attente et que sans cesse, il continue de regarder pour obtenir satisfaction. Mais c'est vrai qu'on a un taux de retour, en tout cas de satisfaction de nos salariés, qui est quand même beaucoup plus important que quand on n'avait pas cette plateforme, il faut l'avouer. Alors, ce qui est intéressant avec votre témoignage, Nathalie, c'est que il y a la plateforme, vous en louez la valeur ajoutée. Pour autant, ça aurait pu être un risque perçu. Pour autant, ça même valorise le besoin d'accompagnement que vous faites, vous, au niveau du CSE, de la Commission Information Logement. Et c'est complémentaire. Enfin, l'un va avec l'autre, parce qu'il y a un autre point avec Aline aussi qui pourrait être considéré comme un problème pour vous, élus, et les personnes engagées pour jouer les relais. C'est que maintenant, le salarié est en direct avec Aline, et si l'offre lui est accordée, il n'est pas obligé, vous n'avez pas un droit de regard sur ce qui découle de l'accès, ou je ne suis pas très clair là, sur les conditions, le fait que les salariés aient accédé à leur demande ou pas. C'est à eux de prendre de décider, de vous en avertir. Complètement. Donc c'est à eux de nous faire un retour. Tout à fait, c'est à eux de nous faire un retour si le retour est positif. Et j'ai envie de dire, quand il l'est, forcément, de manière un peu privée, ils nous donnent le retour. Mais c'est vrai qu'on n'a pas de suivi. En même temps, c'est pareil, sur l'avancement du dossier, on ne peut, techniquement parlant, rien savoir. On est vraiment qualifié que de relais. On a une mission d'information et vraiment... en ce sens, on a des réunions 3-4 fois par an avec des intervenants justement du groupe Action Logement pour nous permettre d'être au fait de toutes les nouvelles aides. Donc pour le coup, on est quand même, je pense, vraiment toujours, ce qui n'était pas le cas avant, vraiment, quand il y avait juste le système d'affichage, il n'y avait pas toutes ces informations qui coulaient, qui sont réactualisées très souvent. Et nous, en étant au fait de tout ça, c'est vrai que on peut vraiment aider le salarié à obtenir satisfaction. Alors effectivement dans le logement, mais aussi dans les aides complémentaires. Pendant le Covid, on l'a vu, quelques aides ponctuelles ont été attribuées pour des salariés en difficulté sur des paiements, sur des aides à la mobilité aussi, des salariés qui veulent de plus en plus se rapprocher de leur lieu de travail. Ou trouver justement parfois un logement entre celui de leur conjoint par exemple et le travail de leur conjoint et le leur. Enfin nous on est là vraiment pour les aiguiller. Maintenant j'ai envie de dire, ça ne suffit pas effectivement. Il faut parfois avoir le retour, savoir pourquoi ça n'a pas fonctionné, quand parfois ça ne fonctionne pas, et puis essayer de trouver des solutions qui sont pérennes. Mais c'est vrai que de plus en plus, je pense que oui, il y a une satisfaction. Maintenant, c'est vrai que si le salarié ne vous le dit pas, ou si nous, on va pas chercher l'information pour savoir si tout s'est bien passé, il n'y a que lors de nos réunions d'information où on fait un point, et là où on a des chiffres. Donc, pour le coup, les chiffres parlent, ils vous disent si tout s'est bien passé et quel retour, quel taux, puisque ça rentre dans des statistiques, quel taux, en fait, on a obtenu et combien de salariés ont été relogés sur la période, et voilà. Ok, très bien. Et donc, ça, c'est vraiment un levier de renforcement du lien avec les salariés. Et dernière petite question, c'est concernant, vous me disiez que vous êtes engagé sur le sujet, c'est un sujet qui vous passionne, c'est de l'expérience que ça... Il y a de l'expérience à la clé derrière ça, mais que vous notiez que précédemment, par exemple, il y a des commissions de logement qui ne tournent pas, où en fait, c'est des coquilles vides.
malheureusement. Or, à vous entendre, il y a vraiment du boulot, il y a matière à bosser. Donc, étayer ça, et le côté, l'importance de la coordination aussi avec la direction. C'est un travail de concert avec la direction des ressources humaines, on est d'accord. Alors, c'est un travail de partenariat, on va dire, avec les ressources humaines. Avant, c'est pareil, quand on ne passait pas via la plateforme Aline, effectivement, c'était un petit peu, j'amène mon dossier, je tape au bureau voilà, du DRH et je lui dis, excuse-moi de te déranger, mais il faudrait un appui pour tel ou tel dossier. Aujourd'hui, ça, c'est plus du tout d'actualité. C'est-à-dire que sorti de ces 3 ou 4 réunions voilà, annuelles avec les intervenants, puisque c'est finalement un petit peu comme ce qu'on fait aujourd'hui, hein, on a des forums, on va dire, sociaux, avec différents intervenants, différents partenaires, que ce soit dans le logement, la CPAM, enfin, la CAF, etc. Et donc, mis à part ces forums et ces réunions bien ciblées, aujourd'hui, effectivement, on ne passe plus par le bureau du DRH pour avoir un appui, clairement, hein, puisqu'on a ce fameux code partenaire, on va dire, à saisir sur la plateforme directement et qui permet, je pense, aux personnes qui saisissent nos dossiers derrière et qui nous font des propositions, de voir que finalement, ce salarié-là vient de l'entreprise Auchan, par exemple. Entendu. Parfait, Nathalie. Merci à vous. Stéphane Mouty. Donc, justement, on parlait de coordination avec la direction. Vous travaillez en partenariat chez Auchan. Stéphane Mouty, donc vous êtes le nouveau délégué au logement de la Poste. À la Poste, le logement, c'est quelque chose d'historique, hein, la capacité de l'employeur public, historiquement public, à loger ses postiers. Vous êtes des moyens de le faire. Vous êtes pas représentatif, hein, mais bon, toujours est-il, ça permet de vous balayer super large, vous aussi, parce que vous êtes également un bailleur social. Vous avez votre propre office HLM où vous logez des postiers, vous êtes réservataire, vous êtes le premier contributeur d'Action Logement, vous faites des choses avec CDC Habitat. Donc, Stéphane, pour commencer, dans quelle mesure, justement, pour rebondir sur ce que disait Nathalie, dans quelle mesure le logement à la Poste, c'est vraiment un réel objet de dialogue social, et c'est comme ça que vous l'appréhendez, et c'est comme ça que vous le faites avancer. Bonjour à toutes et à tous. Donc oui, le logement est un élément important au niveau du groupe La Poste, et nous avons un accord logement avec l'ensemble des partenaires sociaux, et cet accord logement est le seul accord unanime que nous avons. Donc nous échangeons très régulièrement avec l'ensemble des partenaires sociaux. Je les ai tous rencontrés à ma prise de fonction, justement pour mieux appréhender le besoin des postiers en matière de logement. Il faut savoir que chacune des personnes présentes à cette visioconférence a son propre sentiment par rapport au logement, et on ne peut pas faire de grandes généralités. L'idée, c'est de vraiment répondre aux besoins territoriaux et aux besoins de nos collègues postiers qui sont sur le terrain. Donc, pour nous, c'est quelque chose d'important. Nous sommes effectivement le premier contributeur auprès d'Action Logement, avec près de 32 millions d'euros de PEC versés de participation employeur à l'effort de construction. Et au-delà de ça, nous avons aussi un budget qui a été négocié dans le cadre de cet accord logement, qui est de 20 millions d'euros sur 3 ans. Et avec ces 20 millions d'euros, nous mettons en place un certain nombre d'actions qui ne sont pas qu'autour du logement social, mais qui sont autour du logement au sens large du terme, puisque nous avons 4 foyers aujourd'hui qui ne sont pas des foyers conventionnés, qui sont uniquement dédiés aux postiers pour un accueil bien spécifique, ou alors pour des alternants ou des enfants de postiers pour leurs études. Nous avons effectivement nous sommes principal actionnaire d'un organisme de logement social qui est Toit et Joie, qui est réparti donc sur Paris, en Rhône-Alpes, en Normandie et sur la Côte d'Azur. C'est 16 000 logements, grosso modo. Nous avons aussi… Et dans les 15 000 logements, il n'y a que 50% de postiers, hein, c'est ça? Un peu moins, parce que vous avez un nombre important de personnes qui sont logées au titre des accords avec les préfectures, avec les collectivités locales qui donnent leurs garanties. Et donc, dès lors que finalement, un financement pour un logement social, un immeuble de logement social est octroyé, il faut savoir que 30% des réservations vont à la préfecture et en moyenne, 20% vont à la collectivité locale. Et donc, même si 50% des logements sont ouverts à la réservation,
il y a aussi une grande partie de ces logements qui sont réservés directement par Action Logement. Et tout à l'heure, que ce soit Jean-Baptiste ou Philippe évoquait ce point, ils injectent aussi un grand nombre de fonds pour faire en sorte que les salariés d'autres entreprises puissent bénéficier des logements de Toit et Joie. Donc nous avons effectivement une partie importante, mais elle n'est pas, comment dire, exclusive à la Poste. Au-delà de ça, dans cet accord logement, nous avons des aides au logement sur le parc privé, parce que tous les postiers ne peuvent pas forcément être logés dans le logement social. Et donc, nous avons des aides pour l'installation en Île-de-France, pour l'installation dans certaines zones tendues, comme par exemple le pays de Gex, qui est en périphérie de Genève, et je dirais le niveau de vie est assez élevé, donc nous avons une politique d'accompagnement volontariste et spécifique pour cette zone. Nous avons aussi une politique autour de la rénovation énergétique des logements, de la mobilité et de l'accession sociale à la propriété. Nous avons aussi la Banque Postale qui propose des prêts bonifiés pour les postiers dans le cadre de leur accession à la propriété. Donc finalement, notre action, elle est tout autour du logement, y compris le logement intermédiaire. J'en profite pour saluer CDC Habitat et leur action en la matière. J'ai aussi beaucoup travaillé avec Inly, donc je ne veux pas fâcher personne quand je cite CDC Habitat ou Action Logement. En tout cas, nous nous réjouissons d'un grand nombre de partenariats. Et c'est vrai que de manière pratico-pratique, au quotidien, nous utilisons la nouvelle plateforme Aline, parce qu'avant, nous avions un outil qui était commun et qui nous permettait de gérer les réservations de logements sociaux que nous avions. Cet outil étant amené, je dirais, jusqu'au bout de sa vie, il était nécessaire de passer sur une nouvelle plateforme. Nous avons été accompagnés par Action Logement pour développer cette plateforme avec des spécificités liées à celles des grands réservataires comme la SNCF, comme Air France, comme RATP, comme nous. Et donc, aujourd'hui, Aline est en cours de développement, 2 ans après, je dirais, son installation. Et donc, voilà, il y a aussi des phases de calage. Comme tout projet informatique, il n'est jamais parfait du premier coup. Donc, voilà, nous vivons aussi avec ça. Alors Stéphane, par rapport à Aline, vous en parlez. Il y a une question d'abord dans la salle. Je crois que les élus, si je ne me trompe pas, excusez-moi, je fais une petite digression, Stéphane, mais par rapport à une question, c'est les élus, Nathalie, n'ont pas accès, n'ont aucun accès générique sur Aline. C'est justement ça, c'est les salariés qui ont accès. Pas du tout. C'est vraiment le salarié qui, en fait, doit gérer sa demande de A à Z, voilà, en toute autonomie. Et il y a aussi un souci de confidentialité par rapport aux documents qu'il y a à transmettre sur ce genre de dossier. Maintenant, nous, je précise bien, on est vraiment que des relais. On est formés pour savoir justement là où il ne faut pas louper la petite ligne. Et je pense que, voilà, mon acolyte de la Poste le dit très bien, il faut maîtriser cette plateforme parce qu'au départ, on a eu des petits loupés. Ça a été un petit peu... Voilà, la mise en place, elle ne s'est pas faite si simplement que ça. Là, ça commence maintenant effectivement à aller mieux, mais il faut maîtriser un petit peu. Et c'est vrai que le salarié lambda qui va se retrouver devant son écran va pas forcément savoir voilà, les subtilités de justement de la plateforme, de la manière dont il faut énumérer son choix, puisque les choix dans la localisation de la recherche du bien, enfin, il y a plein de petites astuces comme ça qu'il faut quand même un petit peu maîtriser. Et pour le coup, oui, il faut être vraiment relais de ça. Merci Nathalie. Stéphane, vous avez été encore plus impacté, on va dire, par Aline, parce que par rapport au flux que vous gérez, et le fait que la conséquence d'Aline, c'est que ça vous rendait aveugle sur le suivi des dossiers en cours. Et dans quelle mesure vous êtes dans une logique, vous l'avez esquissé, vous l'avez dit, dans quelle mesure vous allez raisonner beaucoup plus large en termes de moyens informatiques nécessaires pour vous, pour appréhender la problématique du logement et du suivi. C'est ça qui est important, le suivi du logement par les acteurs comme vous et les organisations syndicales et les élus du CSE. Donc, quelle est votre approche là-dessus pour vous garantir les moyens de suivre? Tout à fait. Tout d'abord, comme je vous le disais, tout développement de logiciel connaît une phase de démarrage difficile. Je ne connais pas un seul développement qui se fait de manière optimale dès le départ. Donc, il est normal que nous, en tant que premier réservataire aussi, enfin grand réservataire, nous ayons des difficultés comme toute entreprise. Maintenant, notre choix a été de développer un autre outil
puisque vous l'avez vu, notre champ d'action est bien plus large que celle du logement social. Aujourd'hui, sur Aline, par exemple, qui est principalement orienté logement social, on aborde peu le sujet de l'accession sociale à la propriété. On aborde peu le sujet de la mobilité pour nos salariés quand ils ne sont pas forcément demandeurs de logement social. On n'aborde pas la rénovation énergétique des logements des propriétaires postiers. Donc, on se doit d'avoir un outil qui soit bien plus large. Il est évident que pour les demandes de logements sociaux, la plateforme prioritaire à utiliser sera Aline, mais nous devons avoir une vision bien plus large du logement que celle purement du logement social. Nous avons aussi nos propres réservations, puisque sur ce budget de 8 millions d'euros, nous avons investi auprès de réservations, dans des réservations auprès de différents bailleurs sur l'ensemble du territoire national pour loger des postiers, quand parfois nous étions sur des zones tendues. Donc effectivement, en Rhône-Alpes, sur l'Île-de-France, nous avions acheté des réservations. C'est d'ailleurs un point d'inquiétude en ce moment. C'est le devenir de toutes ces réservations et de tout cet investissement qui a été fait par le passé est un peu remis en question avec la loi Elan, et cette transformation de réservation sur une durée longue en gestion de flux, aujourd'hui, nous amène beaucoup d'interrogations sur, finalement, quel sera le devenir de tout cet investissement passé pour les réservations qui vont rester sur des conventions pour lesquelles nous avions signé sur des durées de 40 ans, par exemple. Entendu. Justement, sur ce sujet de la corrélation offre-demande, Stéphane, dans quelle mesure vous notez, vous, actuellement, une tendance qui se confirme de l'évolution des besoins des demandes des salariés, par exemple sur de plus en plus de postiers qui résident, qui travaillent en Île-de-France, qui veulent s'expatrier en province, entre guillemets. Et quid de la réalité de ça, et dans quelle mesure ça change votre capacité à vous adapter aussi à cette demande, et avec un décalage par rapport à la construction, des constructions qui se déroulent toujours peut-être avec des schémas qui sont peut-être un peu passés. Oui, alors les phénomènes sociétaux avancent beaucoup plus vite que l'immobilier. Parce qu'entre le moment où on décide de construire un bâtiment et le moment où il sort, il se passe bien souvent 24 mois. On l'a bien vu avec la crise sanitaire, il y a un grand nombre de migrations au sein du territoire national qui s'opèrent, et ce phénomène de migration nous amène à voir différemment le sujet du logement avec beaucoup plus de flexibilité. Je lisais une étude extrêmement intéressante de Procivis et réalisée par Harris Interactive sur les Français et leur parcours résidentiel. Et donc, ce que j'apprenais, c'est que finalement 50% des Franciliens qui avaient envie de déménager voulaient le faire en dehors de l'Île-de-France. Et donc, comment anticiper ces sujets, sachant qu'aujourd'hui, il est extrêmement pratique d'habiter à Bordeaux, à Nantes, à Rennes, et de travailler sur Paris, ou même à Lille. Lille n'est qu'à 1 heure de Paris, finalement. Et donc, entre habiter Mantes-la-Jolie ou habiter Lille, même si en nombre de kilomètres, c'est extrêmement important, le temps en transport est quasiment identique. Donc, on se doit de s'adapter à ces demandes, d'écouter les demandes des salariés et de voir où se situe leur demande de logement. Et pourquoi pas dans certaines zones qui sont un peu plus détendues, plutôt que de penser logement social, c'est penser accession à la propriété, penser logement intermédiaire, penser logement vacant, parce qu'il y a aussi 8% de logements vacants en France. Et donc, comment est-ce que nous pourrions, accompagner des propriétaires qui aujourd'hui ont des logements vacants pour loger des postiers? Ça fait partie des prérogatives, des phénomènes sociétaux que nous observons et sur lesquels nous devons nous adapter. Je fais une petite digression là sur Miroir Social. On va sortir d'ici au début de l'année un papier sur un gros cabinet de conseil qui se situe à La Défense et qui sur 900 salariés, vous en avez 40, plutôt des jeunes consultants qui viennent de province et qui travaillent sur Paris, où leur loyer est directement prélevé sur leur salaire parce que l'employeur a contractualisé avec un bailleur. Et donc, c'est une forme de paternalisme, excusez-moi, revu et corrigé, qui peut peut-être faire des petits. C'est un cabinet, vous aurez une nom prochainement, mais c'est l'approche intéressante. Donc,
par rapport à l'évolution rebondir sur l'évolution de l'évolution des besoins, Stéphane, que vous esquissiez, on va passer sur la dernière séquence. On a 20 minutes un peu pour un peu aborder un certain nombre de sujets de façon un peu plus flexible en fonction de vos envies et de rebondir. Sur l'évolution des besoins, vous en avez parlé. Il y a des histoires le télétravail change la donne. Il y a de plus en plus des besoins en termes de colocation, des formes hybrides, beaucoup plus flexibles d'accès au logement. Et ça, dans quelle mesure vous êtes en mesure de vous adapter, à quelles conditions par rapport à des parcs qui se construisent toujours avec des logiques peut-être, comme je le disais, qui n'ont pas appréhendé l'évolution sociétale. Qui veut répondre là-dessus Qui veut répondre? N'hésitez pas. Prolonger, Philippe. On va faire le tour peut-être, je ne sais pas. La question est très très vaste. La question est très très vaste. Moi, vous allez dire que je me répète, mais le nœud de tout ça, c'est quand même de construire davantage. Je pense que de toute manière, on ne peut pas écarter cette équation. Et notamment, j'y reviens dans les zones tendues. Alors j'ai vu dans le chat qu'il y avait quelqu'un qui disait c'est quoi les zones tendues. Bon, j'ai dû le dire tout à l'heure, mais il y a vraiment 3 régions qui sont particulièrement touchées. Voilà, l'Île-de-France, PACA et Auvergne-Rhône-Alpes. Un chiffre, l'attente pour avoir un logement social à Paris intramuros, c'est 11 ans. C'est ça la durée moyenne. Voilà. Bon. Si vous allez à Saint-Brieuc, ça sera 6 mois. Mais vous voyez bien quand même que la question de la construction se pose. Cette équation, on peut la prendre par tous les bouts. Il faut construire davantage. Il faut construire davantage. Avec toutes les contraintes qui ont émergé ou qui émergent, notamment les contraintes environnementales. Mais il y en a d'autres. Il faut réfléchir à la ville de demain. En fait, l'autre contrainte, c'est aussi celle-là. Alors certains sociologues, certains architectes, certains urbanistes ont mis en avant des choses telles que la ville du quart d'heure, par exemple. C'est-à-dire, on est en ville, mais on a à proximité un peu un parc, service public, école, commerce, etc. Bon, il y a plein, mais je pense qu'on est, si on se projette un peu, on est obligé de réfléchir à tout ça. Voilà. Parce que je reviens à la question du télétravail. Certes, le télétravail a pris une place particulière et prépondérante, notamment depuis le Covid, mais c'est un tiers des salariés. C'est un tiers des salariés. Et notamment dans certains métiers, et c'est le cas justement à la Poste ou à Auchan, mais il y a ce qu'on appelle les travailleurs clés. Mais c'est vrai pour l'hôpital, c'est vrai pour bon nombre de commerces. Ces salariés, ils ne peuvent pas habiter à des kilomètres ou à des heures de leur travail. Ce n'est pas possible. Or, c'est quand même une réalité aujourd'hui, ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on discute avec beaucoup de chefs d'entreprise ou de RH, de grands groupes, notamment en Île-de-France, notamment alors, dans les zones tendues, on y revient, cette difficulté, elle est forte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, où je pense à la sécurité, à la propreté, au nettoyage, tous ces métiers ne se font pas en télétravail. Ils se font en présentiel, en physique. Et donc, ces salariés, avec le coût du logement, habitent de plus en plus loin de leur lieu de travail. Ça pose un réel problème. Alors, c'est la question des travailleurs clés qui a émergé, notamment avec la crise, auquel les différents acteurs doivent apporter des réponses. C'est le cas d'Action Logement, d'ailleurs, qui essaie d'apporter des réponses, qui en apportera sur comment loger ces travailleurs clés. C'est une première contrainte. L'autre contrainte, on n'en a pas parlé. Rapidement, Philippe, parce que... Oui, je me suis noté ça rapidement. C'est pour bon nombre de ménages aujourd'hui, le logement, c'est un tiers de charges contraintes. Quand on voit que le pouvoir d'achat est devenu au cœur de l'actualité sociale et politique, on voit que la question du logement, elle est particulièrement forte pour bon nombre de ménages. Donc ça aussi, c'est une contrainte forte lorsqu'on réfléchit logement dans les mois et les années qui viennent. Philippe,
Oui, je m'arrête là. Excuse-moi de te couper, mais il faut faire tourner la parole. Alors, qui veut rebondir ou sinon je vous relance sur un autre sujet. Non, Rodolphe, je veux bien intervenir en complément de ce que vient de dire pour répondre directement à la question. Il est vrai que l'évolution de la demande, elle est permanente. Donc, tout à l'heure, Philippe a parlé de la prochaine convention quinquennale. La réflexion des partenaires sociaux qui va débuter dans les semaines qui viennent, c'est évidemment de s'adresser, par exemple, à les espaces de coworking. Hier, on n'en parlait pas de ces espaces de coworking. Les gens qui travaillent chez eux, lorsqu'ils ont travaillé chez eux pour le Covid, se sont rendus compte que ce n'était pas facile de travailler chez soi. Donc, il y a toute cette réflexion qu'on mène. Je sais qu'il y a une question concernant les retraités, mais bien évidemment que nous, c'est un vrai sujet, les retraités, qu'on doit aborder à l'aune de la situation d'aujourd'hui. Hier, un retraité, lorsqu'il partait en retraite, il avait sa maison, il avait un appartement, il était dans le secteur privé, il y restait. Aujourd'hui, le montant des retraites fait qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a une vague inverse qui est en train de se positionner. C'est des retraités demandent à revenir dans le logement social compte tenu de la baisse des retraites. Donc, on voit bien que la situation évolue en permanence. Et puis, je voulais remercier Bruno et Stéphane, mais je voulais dire simplement qu'Action Logement n'est pas concurrent par rapport à d'autres. Il est complémentaire par rapport à d'autres. On travaille toujours en complément, y compris avec la CDC. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer fréquemment dans le cadre de ma mission le prédécesseur de Stéphane. C'est vrai que au jour d'aujourd'hui, les logements que nous construisons, il faut savoir qu'effectivement, la moitié, je le confirme, part effectivement soit dans des contingents préfecture, soit dans du DALO. Et effectivement, il nous reste cette part-là. Mais que nous avons à CDC Habitat, nous avons des réservations CDC Habitat. Nous en avons chez Stéphane, dans Toit et Joie. Nous en avons dans d'autres opérateurs, dans les offices sur les territoires. Mais, comme dit Philippe, il reste encore un travail à faire. C'est continuer à produire malgré la réglementation qui devient de plus en plus dure à respecter et les coûts de plus en plus importants. Voilà, c'est ça la contrainte que nous allons avoir dans les prochains mois, je dirais, à relever. Merci Jean-Baptiste. Il y avait une petite question que je me permets de vous la poser, qui était posée dans la salle à vous, à Philippe, mais très rapidement, c'est très spécifiquement cette question, c'est les frais de fonctionnement d'Action Logement. Qui peut répondre là-dessus? Est-ce que la question, quels sont les frais de fonctionnement d'Action Logement, une information a priori qu'on ne trouverait pas dans le rapport annuel ou... Non. Les frais de fonctionnement, il faut avoir en tête que Action Logement, c'est 18 000 salariés. Je ne sais pas si j'ai dit tout à l'heure, mais c'est 18 000 salariés, dont 3 000 affectés plus précisément aux questions de service. Donc les frais de fonctionnement, ils tournent principalement autour de ça, de l'immobilier et des charges liées justement à la masse salariale, au personnel qu'il faut pour faire tourner la boutique, j'ai envie de dire. Moi, j'ai une réponse par rapport à ça. Alors, les frais de fonctionnement, je n'ai pas le chiffre en tête, je m'en excuse. Simplement, ce que je voulais dire, c'est que les partenaires sociaux avaient pris un engagement il y a 5 ans, et je rappellerai qu'il y a 5 ans, on avait 27 systèmes informatiques différents. Donc, ça a représenté d'ailleurs un chantier colossal pour le faire. Nous sommes engagés à baisser les frais de fonctionnement de 10%. Philippe, tu peux me le confirmer, je crois qu'on sera au rendez-vous de cet engagement qu'on avait pris. Oui, presque. Je pense qu'on sera autour de 8%. Mais l'effort est considérable. Okay. Merci de vos réponses là-dessus. Merci de vos retours là-dessus. Qui veut répondre avant que sinon je vous relance sur un point qui est vraiment important et il ne faudrait pas faire l'impasse là-dessus. Je voulais juste apporter, pour alimenter le sujet de la tension du marché et de l'effort de construction nécessaire, juste quelques chiffres qui le montrent, en tout cas sur la partie du logement libre et intermédiaire qu'on commercialise chez CDC Habitat. En moyenne, sur l'année, à chaque fois qu'on publie une offre de logement, on va générer entre 50 et 60 candidatures par logement. Ce qui prouve bien que la question du logement est clé. Alors, c'est bien sûr principalement dans les zones tendues, mais chaque offre de logement, alors certainement aussi parce que c'est des logements dont les loyers sont relativement contraints, et puis beaucoup de logements neufs, mais chaque offre de logement génère énormément de candidatures, ce qui prouve bien effectivement qu'il y a cette forte tension, ce qui fait peser aussi sur l'acteur que nous sommes une forme de pression parce qu'on essaye de répondre aussi dans des délais qui sont les plus courts possibles. On sait qu'on va faire beaucoup de déçus, forcément, parce qu'à l'issue, il n'y aura qu'un seul bail qui sera signé, mais ça reste une réalité.
pour répondre à ça, on essaie d'avoir un processus qui est le plus court possible. On arrive, pour donner une idée, chez CDC Habitat, quand on n'est pas sur du logement social, donc sur le libre et l'intermédiaire, à avoir des délais de traitement entre la candidature et la signature du bail qui est de l'ordre d'1 mois, ce qui permet de répondre à cette forme d'urgence. Et puis, pour alimenter l'effort de construction, pour corroborer ce qui est appuyé dit par Action Logement, CDC Habitat l'année prochaine, c'est plus de 15 000 livraisons de logements neufs. Donc on essaye aussi de répondre à cette problématique. Alors ce ne sera pas du logement social, ce sera plus du logement libre intermédiaire, mais ça va répondre aux problématiques des zones tendues, quoi qu'il en soit. Donc on a ce fort développement pour répondre à cette demande qui est de toute façon existante. Entendu. Merci Bruno. Alors, pour terminer, il y a vraiment une question de fond qui transpire dans le chat et dans les questions. C'est vous parlez de frustration tous par rapport au nombre d'offres disponibles et nombre de candidatures. Et donc, par rapport à ça, les personnes qui sont en première ligne, vous, Nathalie, vous, Stéphane, dans les entreprises par rapport aux demandes des salariés, comment on répond? Et par exemple, il y avait une personne qui, dans le chat qui expliquait dans quelle mesure ma candidature, je suis passé, c'est quelqu'un de la préfecture qui m'est passé devant, alors que, l'Action Logement, il n'y a pas de contribution, alors que mon employeur, je cotise, donc j'ai le droit. Je reviens à ça. C'est-à-dire, il y a une contribution, donc j'ai le droit à. Or, in fine, il y a des gens qui me passent devant pour des situations diverses et variées. Dans quelle mesure il y a vraiment un travail à faire? Et là, c'est la question qui vous concerne toutes et toutes, sur le travail de pédagogie, de transparence sur le fait que je sois une petite salariée dans une entreprise de 100 ou dans une entreprise de 50 000, quelque part, mon dossier va être appréhendé de la même façon, avec quels critères, et la transparence sur les critères de sélection. Ce qui m'amène aussi à vous poser la question, c'est les situations d'urgence, dans quelle mesure vous êtes en capacité de les gérer, notamment sur les violences conjugales, les violences familiales, ou alors d'extrême précarité, dans quelle mesure, là, quand vous êtes saisi et alerté, vous êtes en moyen de... le fait que des dossiers passent devant, au-dessus de la pile, dans le bon sens du terme, parce que la situation s'impose. Alors, je vais répondre sur un point en premier lieu sur les logements pour les salariés. Tout organisme de logement social passe l'ensemble de ces dossiers en commission d'agrément pour le logement, ce qu'on appelle le CALEOL. Et donc, le CALEOL est souverain quelque part pour définir un ordre de priorité par rapport à la situation individuelle de chaque candidat pour accéder au logement. Et donc, en fonction d'une demande, il se peut effectivement, en l'occurrence pour nous, pour les postiers, qu'ils passent après une situation d'urgence par rapport à une personne qui est en difficulté sociale. Et ça, nous ne pouvons pas interagir. Donc, c'est un fait, ça fait partie quelque part de la solidarité. Bien sûr que je préférerais que des postiers soient logés, mais si une personne est dans une urgence sociale plus importante que la mienne, notre candidat va attendre et peut-être qu'un autre logement se libérera. Mais quoi qu'il en soit, on ne peut pas toujours pousser l'ensemble des dossiers parce qu'il y a aussi ce principe de solidarité. Ensuite, pour répondre à la deuxième question sur celle de l'urgence, nous avons, nous, en tout cas, un certain nombre de logements, mais c'est aussi le cas d'autres entreprises qui ont des foyers ou des chambres qui ne sont pas conventionnées, qui servent quelque part de chambres de réception pour des situations d'urgence. L'objectif de ces situations d'urgence, c'est de les amener à évoluer vers des structures spécialisées. On en parlait tout à l'heure, Rodolphe. Aujourd'hui, même si on est en mesure d'accompagner une personne qui subit des violences conjugales de manière immédiate, on a une chambre, mais cette chambre ne pourra pas, quelque part, répondre à toutes les exigences en matière de sécurité pour cette personne. Donc, on va l'amener automatiquement vers les assistants sociaux pour consulter la bonne plateforme et trouver une place dans un hébergement dédié aux victimes de violences conjugales. Parce qu'il y a une sécurité H24, parce qu'il y a un accompagnement social dédié que nous ne pourrions pas proposer. Donc, on ne fait que zone tampon. C'est une première réponse, mais elle ne peut pas être la réponse pour tous les salariés. Merci Stéphane. Qui veut répondre sur un peu la question de la transparence sur les critères de sélection? Pourquoi j'y ai pas accès? Pourquoi on me passe devant? Et comment on est potentiellement démunis pour répondre? Ou on a les éléments pour le faire? Alors, petit 1, moi, je reviens pas sur ce que Stéphane a dit, puisque de toute façon, c'est la réalité des choses. Lorsqu'on dit que
le contingent préfectoral, évidemment, tous ces contingents qui sont les contingents d'État et d'ALO, on ne peut pas intervenir puisque ce n'est pas nous qui avons les candidats. Et je rappelle simplement aussi que lorsque certaines collectivités font des prêts, effectivement, pour permettre de construire, elles ont des droits, elles aussi. Donc, c'est elles qui décident de qui va rentrer dans ce logement. Donc, la situation est plus complexe parce que si on revient, si on fait un retour sur Action Logement il y a 70 ans, l'objectif était bien de construire du logement pour les salariés. Malheureusement, pas malheureusement, les contraintes sont venues entre-temps, en précisant, par exemple, où l'État a dit maintenant c'est 30% pour les contingents de préfecture, etc. En ce qui concerne effectivement les difficultés pour avoir un logement, simplement, je veux dire, lorsque nous sommes confrontés à une situation difficile, bien évidemment, nous avons un service social qui va s'occuper effectivement de trouver une solution dans l'immédiat, comme vient de dire Stéphane, on est dans la même situation pour trouver une solution dans l'immédiat. On ne laisse pas quelqu'un à la rue, on va essayer de trouver une solution par l'immédiat, mais vous comprenez bien que si cette solution, on considère que c'est un critère d'urgence, la personne qui a demandé à changer, par exemple, d'appartement, ne va pas être prioritaire par rapport à celle-ci. Et on revient toujours dans un problème de priorité, etc. Puis je reviendrai sur une vraie chose que tout le monde aujourd'hui a mis en avant, c'est qu'aujourd'hui, probablement, on ne construit pas assez, puisque, si vous voulez, on s'aperçoit que le monde change. Moi, je tiens à préciser une chose, j'habite Angoulême. Il y a 1 an et demi, vous m'auriez posé la question, dans combien de temps je peux avoir un logement? Je leur dis, dans 1 semaine, vous avez votre logement. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, puisque Bordeaux Métropole, aujourd'hui, vous avez des gens qui viennent de Bordeaux Métropole chez nous, et on est dans une situation, vous voyez, qui a évolué dans le temps, mais pas, si vous voulez, on l'a pas prévu. On n'a pas prévu que cette évolution allait faire dans ce sens-là. Il est vrai que au jour d'aujourd'hui, la priorité, c'est va à celui qui n'a pas de logement en priorité. Et bien évidemment que celui qui demande à changer, c'est un peu plus complexe pour lui. Donc, les ordres de priorité, il y a des points aussi qui sont attribués en fonction de la situation de famille, je dirais des revenus, on n'en a pas parlé, mais il y a aussi les conditions de revenus qui rentrent dans les critères de sélection. Entendu, merci Jean-Baptiste. Je vous propose pour terminer cette séquence de qui veut répondre là-dessus, parole ouverte, mais sur dans quelle mesure on a bien vu au fil de vos interventions le besoin, il y a des choses qui sont proposées, mais l'énorme besoin qu'il ne faut pas négliger. Et Nathalie, votre témoignage l'étayait bien sur le fait qu'on on met un portail en ligne qui permet l'autonomie, mais ça sous-entend un travail d'accompagnement, de relais bien physique et nécessaire, indispensable. Et donc, dans quelle mesure vous pensez par rapport à la problématique du logement actuel, dans quelle mesure les employeurs comme les organisations syndicales, on a parlé de dialogue social, ces acteurs-là seraient bien inspirés de peut-être, il y a matière à aller plus loin dans la capacité de ces, on va dire, forces vives d'appréhender le sujet et d'en faire un véritable sujet d'intérêt et de le porter. Voilà. Dans quelle mesure il y a matière à travailler là-dessus et peut-être d'avoir encore plus d'engagement là-dessus. Je vais prendre la parole si vous voulez bien. Donc, en fait, moi, je pense que vraiment, ce qu'il va falloir travailler, c'est la communication autour de tout ça. Parce que c'est bien d'afficher une PLV dans un magasin, en l'occurrence dans le nôtre, et de dire aux salariés, voilà, ça existe. Après, combien de salariés vont aller vers vous, pousser la porte, demander? Peut-être pas autant que ce qu'on croirait. Donc je pense qu'il y a un problème de communication, je sais pas, il faudrait peut-être développer un petit peu plus ça, et puis aussi peut-être un partenariat justement avec toutes ces personnes-là d'Action Logement qu'on rencontre, par exemple nous occasionnellement 3-4 fois par an. Et bien il faudrait peut-être qu'au-delà de ça, maintenant on travaille beaucoup en visio, en télétravail, enfin avoir un lien, peut-être un partenaire privilégié, quelqu'un alors évidemment, on a des référents, mais quelqu'un avec qui on a un vrai contact et surtout, vous parliez de suivi, peut-être, ne pas sortir juste un bilan annuel avec des chiffres, parce que ça, bon, c'est bien, mais c'est pas la réalité des choses. Et parfois, peut-être pour aller plus intensément et plus au fond des sujets, justement faire un point, par exemple, je ne sais pas, mensuel, avec un interlocuteur, un intervenant de chez Action Logement, par exemple, en l'occurrence, ou qui gère le secteur, puisqu'on sait que maintenant, on travaille en secteur. Donc, ça pourrait être intéressant pour la mise en place, je pense, du suivi du dossier, de voir de cet accompagnement dont on a besoin parfois. Et puis de faire en sorte que les dossiers puissent vraiment
aboutir le plus rapidement possible quand il y a une situation d'urgence, parce qu'il y en a aussi quelquefois au sein des entreprises, hein. On parle des urgences extérieures, mais il y en a aussi au sein des entreprises, et en l'occurrence, j'ai envie de dire dans la nôtre, il y en a parfois, même souvent. Voilà. Merci Nathalie. Merci à vous. Je propose une conclusion synthèse, quelques petits mots à nos 3 partenaires. Donc, Philippe, si tu veux commencer rapidement, et ensuite on passera la parole à Bruno et à Christian pour terminer cette rencontre. Philippe, rapidement. Ouais, je pense Qu'est-ce que ça a pu on voit bien que la les question inspirer et les... Oui. Non, mais je pense que les missions qu'on vient de faire démontrent que la question du logement est aujourd'hui cruciale, hein, pour tous les aspects qu'on a vus, sur lesquels je ne vais pas revenir, ce serait bien trop long. Mais moi, je vois 2-3 choses. Je vois déjà l'aspect un peu micro, parce que je reprends un peu tes propos, macro et micro. Je pense que Nathalie et Stéphane ont bien développé les choses, hein, sur l'aspect micro. Je pense que la mise en place de la plateforme Aline a répondu à la question de l'opacité, parce qu'avant le système était opaque, il faut dire les choses, il était inégalitaire et opaque. Je pense qu'il est plus égalitaire et il est plus transparent. Alors, le fait de rendre les choses transparentes, faut imaginer que nous tous autour de la table, là, on connaît le logement. Bon, mais moi, combien de salariés m'ont dit, je suis allé sur la plateforme, mais tu te rends compte, Philippe, je suis 384e. Bon, ben oui, mais moi, je n'étais pas surpris. Mais quand on ne connaît pas la situation du logement, voir qu'on est 384e, ben il y a un côté terrible. Il y a un côté, je n'aurai jamais de logement. Bon, donc la transparence, elle engendre aussi cela. Et puis, il y a une incidence, mais Stéphane l'a bien dit, sur les grands comptes, sur les grands réservataires. Bon, et une incidence sur les CSE. Et je pense que Nathalie aussi a bien explicité la chose. Ça fait aussi partie des choses qu'il faut améliorer, qu'il faut continuer de faire évoluer dans la période, de façon à ce que ce système marche mieux. Ensuite, au niveau macro, ça c'était pour le micro. Au niveau macro, je reviens à ta question précédente. Moi, je pense que les organisations syndicales, le patronat, bon nombre d'associations, d'ONG qui travaillent sur ces questions-là, ont bien conscience de la situation et de l'extrême gravité de la situation. Je pense qu'il faut le dire comme ça, notamment sur certains territoires. Tout ça a été remonté, je pense, au niveau du gouvernement, qui, ce n'était pas le cas au début de mandat, mais j'ai l'impression que depuis 1 an environ, a pris conscience de la situation. Il faut construire. On peut prendre par tous les bouts, il faut construire. Je terminerai par là. Je pense que tous ces acteurs, et nous faisons partie de ces acteurs, tous ces acteurs doivent maintenant pousser dans le même sens, c'est-à-dire pousser à la construction. Mais une fois que j'ai dit ça, ce ne sera pas gagné. Parce que je peux vous dire que je rencontre pas mal de maires, on appelle souvent ça les maires bâtisseurs d'ailleurs, je rencontre pas mal de maires, d'élus, pour qui construire n'est pas du tout la priorité. C'est même le contraire. Certains m'ont très clairement dit, moi pendant le mandat, je ne construirai pas. Voilà, je n'ai pas un mandat de mes concitoyens pour construire. Donc, on voit bien que si tous les acteurs ne poussent pas dans le même sens, on va avoir, je pense, dans les mois, mais surtout dans les années qui viennent, des difficultés extrêmement fortes. Donc, voilà, je terminerai là-dessus, mais sur une note positive, je pense qu'il faut que tout le monde se mette autour de la table et pousse dans le même sens. Merci Philippe. Bruno? Écoutez, en conclusion, moi, je dirais que j'ai été ravi de pouvoir avoir cet échange avec chacun d'entre vous et avec les participants qui ont posé des questions, et puis même ceux qui n'ont pas posé de questions, mais qui ont pu écouter ce qu'on pouvait se dire. Pour aller dans le sens de ce que disait Monsieur Langrand, la bonne nouvelle, c'est que on voit bien qu'il y a une convergence d'intérêts. Tous autour d'ici, on voit bien qu'on est tous conscients de la problématique. On œuvre tous à notre niveau pour essayer de trouver des solutions. Nous, côté bailleurs, donc Action Logement, CDC Habitat, soit en direct, soit en des partenariats. Ça me semblait aussi important parce que on a beaucoup parlé d'Action Logement, c'est normal, mais de mettre en avant ce qui est fait pour les agents de la fonction publique, parce que c'est quand même une frange importante de la population. C'est un peu dommage qu'ils soient un peu
les oubliés du système, parce que quelque part c'est un peu ça. Donc voilà, en cela, je remercie Christian Carrega, et je suis ravi de pouvoir accompagner et Action Logement et la Préfond dans cet accompagnement qu'on fait aux entreprises, mais in fine, finalement, aux travailleurs de ce pays pour essayer de trouver des solutions de logement. Merci Bruno. Christian. Oui, c'est vrai que cette crise sanitaire a au moins eu le mérite, j'allais dire, de remettre au devant le rôle des services publics et l'engagement de tous les instants de nos agents publics, que ce soit dans la sécurité ou à l'hôpital. Et on oublie souvent, malheureusement, les agents publics sont toujours un peu pointés du doigt, un peu brocardés, comme ayant plein d'avantages. Ce n'est pas le cas en matière de retraite, c'est l'histoire de la création de préfonds, et ce n'est pas forcément non plus le cas en matière de logement. Donc, très modestement, l'idée était d'avoir de la complémentarité. Il est assez logique qu'une caisse de retraite puisse investir dans l'immobilier pour le logement. Ça a été pointé du doigt par un rapport qui est sorti il y a 3-4 ans, qui est le rapport d'Horizon, qui mettait en évidence les vraies difficultés du logement, notamment des jeunes fonctionnaires qui sont mutés à Paris. Moi, j'ai connu des jeunes policiers qui dormaient dans leur voiture. Hein. Alors, ça paraît incroyable, mais pourtant c'est vrai. Voilà, donc modestement, l'idée de Préfonds était de contribuer à essayer d'apporter des réponses en combinant cette logique d'investisseur et cette logique de service, d'apporter de la valeur ajoutée aux agents publics. Donc voilà, si on a contribué, encore une fois, très modestement à ça, c'est déjà une première partie c'est déjà une bonne réponse. C'était ça la volonté et l'engagement de la gouvernance de Préfonds. Entendu. Écoutez, merci à vous trois, à Préfonds, à Action Logement et à CDC d'Habitat d'avoir permis cette rencontre, ces échanges diversifiés. Merci à vous d'avoir participé dans la salle. Il y avait une question que je vous la pose, je ne la pose pas, mais question ouverte. C'est une personne qui est réalisée dans le chat pour éviter les discriminations potentielles qu'il peut y avoir sur Aline, d'avoir une anonymisation sur Aline. Voilà, question ouverte. Voilà, dans quelle mesure il peut y avoir la question de la discrimination qui se pose. Merci à vous. Compte rendu à suivre. Bonne fête à vous. C'était la dernière rencontre organisée par Miroir Social en 2021. À suivre en 2022 avec de nouvelles rencontres. Et je vous souhaite tout le meilleur pour cette fin d'année et pour le début de la prochaine. Et bonne journée à vous. À bientôt. Au revoir. Merci. Merci de votre participation. Au revoir. À bientôt. Au revoir.